Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. J'ai 3 romans à vous présenter, on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec Le Bal des Folles, écrit par Victoria Mass et paru chez Albin Michel. Alors ici nous sommes dans une non-fiction en 1885 à l'hôpital de la Salpêtrière, époque où la Salpêtrière était une sorte d'asile où on enfermait les femmes dites folles. Je dis bien dites puisque c'est une époque aussi où on enfermait les femmes qui dérangent tout simplement. Et on va justement suivre plusieurs personnes, plusieurs vies, notamment Eugénie Cléry qui va être apportée là par son père puisque elle peut dialoguer avec les morts et que son père ne veut pas que ça se sache, pense que sa fille est folle et surtout il ne veut que personne ne la voie pour qu'elle ne jette pas l'opprobre sur sa famille. Il va donc, ni une ni deux, sans lui demander son avis, la faire interner, la faire enfermer là-bas. Et donc on va suivre la vie d'Eugénie qui n'a pas du tout l'intention de rester enfermée là, mais qui va aussi paniquer et devenir folle. Donc en fait elle aura du mal à sortir puisque elle va continuer d'admettre qu'elle voit les fantômes et comme on estime que cela ne se peut, on ne voudra pas qu'elle sorte. Sauf que je vous laisse découvrir qu'elle pourra peut-être prouver que c'est la réalité. C'est oui, il y a une petite touche de fantastique dans ce roman qui pour le reste est vraiment un tableau de ce que pouvait être la Salpêtrière à cette époque. Vous allez suivre d'autres personnages comme Thérèse qui était une ancienne prostituée qui atterrit là parce qu'elle a tué son mec mais qui se trouve très bien là, qui n'a pas du tout envie de sortir, hein, qui se sent en sécurité. On y trouve aussi Louise qui a été violée par son oncle et enfin on trouve plein d'autres personnes qui soi-disant souffrent d'hystérie, souffrent de dépression, etc. Et on va suivre Geneviève qui est dévouée corps et âme à la Salpêtrière, qui est une infirmière et qui va être dans le service justement où le professeur Charcot vient. Elle voue une admiration sans borne à ce professeur et donc on voit Charcot qui certes a donné son nom à la maladie de Charcot, mais la plupart de ses études en effet étaient plutôt portées sur la neurologie et il a en effet beaucoup étudié ces femmes. Après, on dit que grâce à lui, beaucoup de femmes qui ont été internées pour de mauvaises raisons ont pu sortir. Voilà, moi je ne sais pas trop où est la vérité là-dedans, je ne me suis jamais assez documentée sur le vrai professeur Charcot pour vous dire ce qu'il en est. Donc je ne sais pas si le portrait qu'on en dresse dans ce livre est fidèle ou pas, mais malgré tout, même si c'est un médecin, etc., il passe quand même les filles, les jeunes filles sous hypnose, il leur fait revivre des crises, enfin il fait des trucs affreux sous le nom de la science, comme on l'a toujours fait de toutes les manières. Et puis voilà, il y a des moments où on sent quand même bien que il est quand même, je sais pas s'il a fait sortir des femmes, mais son personnage dans le roman il est quand même un peu moi homme, toi femme, toi ta gueule quoi. Voilà, il y a quand même un peu ça. Bon, on peut supposer que le gars en 1885, imminent neurologue, qui était attendu de tous, qui donnait des cours, etc. à la Salpêtrière, certes, on peut supposer qu'il était ainsi. En tout cas, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même si les personnages sont fictifs. Je pense que tout à chacun aurait pu être des personnages qui auraient pu exister et je pense que c'est une très belle peinture de ce que pouvaient être les hôpitaux psychiatriques à l'époque, de ce qu'on pouvait faire subir à certaines femmes aussi à l'époque. Et j'ai adoré ma lecture, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais peur de trouver ça un petit peu long, un peu répétitif, un peu, voilà, un peu trop clinique en fait, mais pas du tout. On s'attache vraiment au personnage et il se passe plein de choses. Alors oui, ce sont des scènes de la vie de tous les jours, mais franchement, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très prenant. Et le fait que Eugénie soit capable de converser avec les fantômes, vous avez des fantômes qui arrivent, etc. Et ben ça donne un petit truc en plus, hein, ça donne la petite touche de dynamisme à l'histoire qui fait qu'on ne s'y ennuie pas du tout. Donc en fait ça a été une excellente lecture que je conseille à toutes les personnes qui voudront en découvrir un petit peu plus sur ce milieu à cette époque. Je voudrais ensuite vous parler de Vatican Miracle Examiner, écrit par Rin Fujiki et paru aux éditions de Saxus. Si je ne vous dis pas de bêtises, Vatican Miracle Examiner à la base est un manga, mais je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas si le manga est adapté du roman ou inversement, je ne lis pas de manga.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, j'avais envie de découvrir ce livre qui me paraissait, ma foi, fort original. Ici, en fait, vous allez rencontrer les pères Nicolas et Iraga qui font partie du Vatican. Ils font partie exactement du siège des saints, qui est une partie du Vatican qui est censée, enfin non, qui est chargée d'enquêter afin de reconnaître, de valider ou d'invalider les miracles. Donc le père Iraga, jusque-là, n'a jamais reconnu un miracle comme étant un miracle. Le père Iraga est un véritable génie et en fait il a toujours découvert le pourquoi du comment, il a toujours enquêté et il a toujours trouvé une explication rationnelle. Le père Nicolas, lui, est beaucoup plus fervent et en fait on va les envoyer tous les deux en Amérique à l'abbaye Saint-Rosario afin de valider ou d'invalider une grossesse qui serait miraculeuse, qui serait, je ne sais plus comment on dit ça, bref elle est toujours vierge, elle est enceinte, donc ils veulent valider ou invalider cela. Sauf que lorsqu'ils vont arriver sur les lieux, il va y avoir toute une série de meurtres et donc en fait leur enquête sur le miracle va devenir beaucoup plus gros que ça. On les avait de toutes les manières prévenus avant qu'il n'y allait pas que pour ça. On parle vraiment là d'un complot, de quelque chose de beaucoup plus grand. Et en fait, ils vont se retrouver à enquêter pendant des mois au sein de cette école. Et en parallèle, on va suivre, parce que voilà, je ne vous l'ai pas dit, l'abbaye Saint-Rosario renferme une école privée très sélecte. Et donc en fait, en parallèle de ça, on va suivre aussi certains des élèves. Et puis, tout ce qui va arriver... Je ne veux pas trop vous en dire, mais voilà, on va avoir des miracles, on va avoir des stigmates sur les jeunes de l'école, on va avoir des cas de possession démoniaque, on va avoir des meurtres affreux, enfin, il y a pas mal de choses et donc en fait les deux frères vont être obligés de démêler le vrai du faux. Est-ce que ce sont de vrais cas de possession démoniaque? Est-ce que ce sont de vrais miracles, de vrais stigmates? Ou alors est-ce que c'est quelque chose que l'on peut expliquer, une mise en scène, une machination ou tout simplement un effet physiologique quelconque? Et donc, eh bien, Iraga est un personnage très intéressant, il est un peu asocial, il me fait penser un peu, vous savez, un peu au personnage de Sherlock Holmes. Le gars, il est asocial quoi, il est dans son truc et il a un petit peu du mal à se mettre un petit peu au niveau des autres tellement il est intelligent et c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai aussi beaucoup aimé le père Nicolas qui pourrait presque prendre le rôle de John Watson en fin de compte, qui est le personnage qui apporte l'humanité etc, qui sert d'intermédiaire entre Iraga et le reste de la population. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé suivre tout ce qui se passait, j'ai beaucoup aimé me poser plein de questions, savoir en effet est-ce que c'était de vrais cas ou pas, est-ce qu'il y avait une machination, une manipulation derrière. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Après, l'auteur va très très loin. Après, si vous vous renseignez, vous allez voir que même s'il va très loin, il se base sur des faits historiques à chaque fois. Voilà, il se base sur des faits historiques et d'ailleurs c'est assez flippant. Mais voilà, pour la fin, il va quand même assez loin. Je m'attendais pas trop à ça. Est-ce que j'aurais espéré une autre fin? Je sais pas. Franchement, je sais pas, c'est... On va dire que la fin n'a pas été ce que j'ai préféré dans le roman, mais honnêtement, j'ai pris grand plaisir à lire ce livre du début à la fin. Alors il faut s'habituer, puisque c'est une plume japonaise, donc ça a été traduit du japonais, donc la construction des phrases est parfois un petit peu différente de ce à quoi on a l'habitude, mais honnêtement, une fois que vous êtes dedans, ça se fait très bien, ça se passe très bien, et voilà, c'est un très bon roman. C'est pas ma meilleure lecture, mais ça a été une très bonne lecture quand même. Enfin, pour cette update lecture, Terreur à Smoke Hollow par Catherine Arden, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Catherine Arden, c'est l'autrice de L'ours et le rossignol, c'est pas comme ça que ça s'appelle? Cette série de livres, d'ailleurs j'ai commandé le premier tome pour la palle du Cold Winter, qui se passe je crois plus ou moins en Russie, enfin je ne sais plus exactement pour tout vous dire, mais en tout cas c'est cette autrice là qui nous revient avec quelque chose de totalement différent et de beaucoup plus halloweenesque. Alors c'est du jeunesse, pas de soucis,
N'ayez crainte, vous n'allez pas complètement flipper, mais quand même pour du jeunesse c'est bien fait et il y a moyen que les jeunes se fassent un petit peu peur avec. Vous allez rencontrer Holly qui a 11 ans et qui a perdu sa maman et qui vit donc seule avec son papa. Son refuge c'est la littérature, ça désespère presque son père qui aimerait bien que quelquefois elle soit plus sociable, un peu plus ouverte, qu'elle reprenne un petit peu goût, mais non, Holly a besoin finalement d'échapper à la réalité. Et un jour, elle va croiser près d'une rivière une femme déterminée à y jeter un livre. Elle ne comprend pas qu'on puisse jeter un livre, elle donc elle-même va s'emparer de l'ouvrage sans vraiment demander à la détentrice de l'ouvrage si elle est d'accord, va rentrer chez elle et va se mettre à lire cette étrange histoire, l'histoire d'Elizabeth Morrison qui a disparu avec son mari et son beau-frère après avoir passé un pacte avec un étrange personnage. Elle est très happée par sa lecture mais va être quelque peu perturbée lorsqu'elle va se rendre compte que le lendemain, elle et sa classe partie en visite scolaire vont justement aller visiter la ferme où est enterrée la fameuse Elizabeth Morrison. Une étrange ferme d'ailleurs où il y a des épouvantails à tous les coins de champ, il y en a vraiment beaucoup. Il règne une atmosphère très étrange et tout va devenir encore plus étrange quand le bus scolaire censé les ramener va tomber en panne au milieu de la route, qu'ils vont être cernés par une brume et que le chauffeur va plus ou moins faire comprendre à Holly qu'il faut qu'elle s'échappe. Et donc Holly va s'échapper avec deux de ses camarades et il va leur arriver plein d'aventures à base d'esprits, de fantômes, d'épouvantails qui marchent et j'en passe et des meilleurs. J'ai beaucoup aimé, franchement, pour un livre jeunesse, c'est super abouti, c'est vraiment très très bon, j'ai passé un très bon moment avec, je le recommande, même si je dirais vous n'êtes pas trop jeunesse, franchement ça passe très très bien, et par contre pour des jeunes, oui, il y a vraiment moyen de se terrifier un petit peu soi-même. Le roman est assez court, donc je ne veux pas trop vous en dire, je ne veux pas vraiment vous dire où on part avec les personnages. Alors c'est du jeunesse, c'est pas le genre de livre qui moi m'a fait peur, mais ça n'empêche que j'ai trouvé que l'atmosphère était très sympa. Pour Halloween et tout, j'ai trouvé ça parfait. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.